Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des bénévoles. Ce soir, une émission exceptionnelle, spéciale NCAA et March Madness. Notamment, on parlera peut-être un petit peu de NBA si on a le temps, mais cette émission sera surtout axée sur la March Madness. Avec nous ce soir, nos deux spécialistes de la NCAA. J'ai nommé Coach Kira qui est dans un Starbucks. C'est pour ça que si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est un peu normal. Voilà, panne d'électricité à Toronto, Starbucks, mais normalement tout devrait bien se passer à partir de maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir coach. Nous avons aussi notre deuxième expert de la NCAA. J'ai nommé notre Suissesse préférée, Nati. Bonsoir à tous. Voilà, et puis bien sûr, vous en avez l'habitude, l'un des piliers de Basket Evolution, celui qui arrive toujours à nous pondre des articles ô combien de qualité, notre Choletais, Free. Ah bah merci beaucoup, quelle présentation. Et voilà, et puis bien sûr moi votre serviteur, Mister Triple Double. Voilà, donc on va démarrer cette émission rapidement en parlant donc des équipes encore en lice dans le Sweet 16. On fera un petit retour rapide sur le premier tour et quelques surprises. On parlera des affiches du Sweet 16 et puis ensuite peut-être un petit peu avoir quelques questions débat. Donc vous allez voir un petit peu ce qui vous attend. Voilà, donc, très bien. Pour commencer, donc peut-être juste faire un petit tour d'horizon, n'est-ce pas, des forces encore en présence après la première semaine. Voilà, donc nous avons encore en lice dans la partie sud l'université de Kentucky, issue de la SEC Conference, Indiana pour la Big Ten, l'une des 4 équipes de la Big Ten, Baylor pour la Big 12, Xavier pour l'Atlantic 10, Michigan State, le champion de la Big 10, Louisville, son homologue dans la Big East, Marquette, Florida. Voilà les 4 équipes pour la région Ouest. Dans la région Est, nous avons bien entendu Syracuse, Wisconsin, et puis le derby de l'Ohio, Cincinnati, Ohio State. Et enfin, dans la région Midwest, les 4 équipes qui complètent le Sweet 16, donc les 8e de finale, North Carolina, Ohio, le petit poussé, North Carolina State et Kansas. Donc voilà, 16 équipes, 4 pour la Big Ten, 4 pour la Big East, donc qui sont les 2 conférences les plus fortes de l'année, qui l'ont montré lors de la première semaine. Voilà donc pour le petit tour de raison des forces en présence actuellement. Et donc je pense qu'on va commencer, Monsieur Triple Double, par revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, on va rattaquer en fait par le début du bracket, tout simplement, ce premier tour avec notamment quelques surprises. Donc je vais vous laisser en parler, notamment l'élimination de Duke et de Missouri. Ça a été les deux surprises. L'événement du premier tour, donc plutôt du deuxième tour, qui a été donc l'élimination de Duke et de Missouri. Voilà, juste un petit mot d'abord sur le First Four, en fait, qui en est à sa 2e édition. Donc il faut savoir qu'avant il y avait 65 équipes qualifiées et un match donc pour accéder au tableau final de 64. Depuis 2 ans maintenant, il y a 68 équipes qui peuvent participer à la March Madness et il y a 4 matchs donc pour déterminer les 4 derniers qualifiés. Et cette année, le First Four a été assez épique, avec sous les yeux du président Obama et de David Cameron, le Premier ministre britannique, 2 retours de folie. Donc tout d'abord le retour fabuleux de Western Kentucky face à Mississippi Valley State, qui a remonté 15 points en 5 minutes, et le match suivant, BYU, qui était mené de 25 points avec un quart d'heure à jouer et qui a battu l'université d'Iona. Donc je ne sais pas si Nati a quelque chose à dire sur le First Four, mais c'était cette année assez épique après avoir vu VCU atteindre le Final Four en étant issu du First Four l'année dernière. Cette année on a encore vu des beaux matchs, donc je pense que ça va rentrer maintenant comme une institution dans la March Madness. Ouais, voilà, je pense que c'est une bonne chose de faire ce First Four. Alors, c'est vrai qu'on a eu deux matchs épiques avec Central Kentucky et BYU. Notamment BYU, moi, je pensais qu'ils n'avaient pas leur place dans cette March Madness. Et avec ce retour phénoménal contre Iona, qui était quand même une bonne équipe cette saison,
Je pense qu'ils ont prouvé qu'ils avaient leur place dans ce tournoi. Et puis, Western Kentucky, c'est très bien pour eux parce qu'ils ont pu s'offrir le duel face aux voisins Kentucky. Face à Kentucky, exactement. Voilà, bon, ils n'ont pas eu les moyens de rivaliser, mais c'était peut-être la motivation qu'ils avaient pour remonter ces 16 points d'écart. Et puis aussi peut-être, je sais pas s'ils étaient au courant que le président était là, mais c'est toujours une motivation supplémentaire. Et c'est toujours des matchs très ouverts. Donc moi j'aime bien ce concept de First Four. Voilà, tout à fait. Très bien, donc oui. Donc le First Four, Mister Triple Double, je te laisse poursuivre. Et ben ensuite, donc on a eu le premier tour, notamment donc avec l'élimination de Duke, si vous voulez en parler rapidement. Voilà, tout à fait, les deux chocs coup sur coup. Donc en fait, cette année, au premier tour, comme chaque année, alors ça c'est quelque chose que j'ai constaté depuis maintenant plusieurs saisons, donc il y a 2 jours, donc 7 matchs lors de chaque journée. Il y a toujours une journée où tous les favoris sont plutôt tranquilles, et une journée où la March Madness porte parfaitement son surnom, où c'est de la folie pure. Et cette année, on a vu une journée de jeudi plutôt pépère pour les favoris, alors que vendredi c'était de la folie furieuse. Donc avec tout d'abord l'élimination de Missouri, voilà, qui est une équipe que beaucoup de gens voyaient aller peut-être jusqu'au Final Four, une équipe très complète. Dont moi qui en avais vainqueur notamment. Voilà, moi je les avais éliminés par Marquette, mais je maintiens que Missouri est quand même une excellente équipe, tout à fait, et qui est tombée face à une surprenante équipe de Norfolk State, dont je savais qu'ils pouvaient faire quelque chose de très bien, les ayant vus 2 fois face à Marquette justement cette saison, avec notamment leur pivot Kyle O'Quinn, et le niveau de jeu était vraiment très très élevé, et ils ont vraiment mérité leur victoire face à Missouri. On peut vraiment pas dire que Missouri a été mauvais, mais c'est tout simplement que les Spartans de Norfolk State ont été meilleurs. Et juste après, le coup de tonnerre, alors là c'était vraiment l'immense surprise, la petite université de Lehigh dans la Pennsylvanie, qui a éliminé Duke pratiquement à la maison. Duke et son armada de McDonald's All-Americans et de futurs stars de la NBA, voilà, qui n'a rien pu faire face aux petits poussés. Donc ça c'est la magie de la March Madness. Voilà, c'est une ambiance toujours de folie. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut commenter un petit peu sur ces matchs. Ouais, moi j'ai juste 2 petits commentaires. Bon, c'est vrai que le match Norfolk State Missouri était d'une très bonne qualité. Maintenant, suite à l'élimination de Norfolk State contre Florida, je reste un peu mitigée quand même sur cette équipe parce que elle se repose beaucoup sur Kyle contre Florida parce qu'il était en foul trouble assez tôt dans la première mi-temps. C'est tout de suite beaucoup plus faible. Je pense aussi que si Missouri avait peut-être mieux choisi ses tirs en fin de match, ils auraient pu passer, mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. Et c'est vrai que l'élimination de Duke, ça c'est assez incompréhensible. La seule explication, c'est la magie du tournoi, c'est que McCollum il a pris feu sur un match et puis je vais pas dire qu'il a éliminé Duke à lui tout seul, parce que c'est quand même un match qui s'est résumé à 5 points, mais c'est vrai que ça c'est le coup de tonnerre que je pense les joueurs de Lehigh n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. C'est sûr, enfin je veux dire qu'on voit la physionomie du match, assez souvent on voit quand même les petits bousculer les gros en début de match, voilà, pouvoir prendre peut-être 5 points d'avance en première mi-temps. Mais c'est coulé par la suite. Et c'est ce qui s'est passé, mais l'écart s'est maintenu pendant toute la rencontre. Lehigh n'a jamais baissé le pied. Et Duke, voilà, malgré un bon match de Plumlee, un bon match de Rivers, bon, Seth Curry a été un peu moins bon. Et puis bon, quelques mauvais choix au niveau des shoots, mais là il mérite amplement sa qualification, voilà. Et juste pour revenir sur Norfolk State, le deuxième tour face à Florida, enfin le troisième tour maintenant, puisque le First Four est considéré comme le premier tour, on peut quand même dire, voilà, oui, que en effet, sans Kyle O'Quinn, vraiment Norfolk State, voilà, ils se reposent uniquement sur leur pivot star. Et face à une armada comme Florida, quand le pivot se prend 2 fautes après 2 minutes de jeu, voilà, le match était plié après 10 minutes et Florida a pu tranquillement avancer. Mais en tout cas, voilà, bravo à ces 2 équipes, et puis également à une équipe qui a fait encore plus fort, c'est l'Université d'Ohio, qui déjà il y a 2 ans avait éliminé Georgetown au premier tour. Donc Ohio, le champion de la MAC, voilà, conférence basée essentiellement dans l'Ohio et dans le Midwest. Ohio, donc University, qui a éliminé Michigan, et puis après ça qui a récidivé au tour suivant contre South Florida pour atteindre le Sweet 16 et s'offrir un match de gala contre North Carolina State, contre North Carolina tout court.
Donc ça risque d'être, comment dire, un bel. C'est vraiment le petit poussé, hein. Voilà, exactement. Donc, c'est la cerise sur le gâteau pour eux. C'est un petit peu comme en football, en Coupe de France, voilà, quand il y a une petite équipe de CFA, voilà, qui a l'honneur d'affronter le PSG ou l'OM. Voilà, on peut un peu comparer ça à ça. Voilà, on donne pas vraiment cher de leur chance, mais comme dit, on sait jamais. Voilà, on sait jamais parce que avec un collectif solide, même s'ils ont leur star DJ Cooper. Bon, c'est vrai que l'élimination de Michigan, moi je la relativise un peu parce que je trouve qu'ils étaient surévalués, ils méritaient pas leur tête de série numéro 4. D'ailleurs, au début de ma réflexion pour remplir mon bracket, je les avais out aussi au premier tour. Mais c'est vrai que je pense que si Ohio peut bousculer North Carolina pendant une bonne partie du match, North Carolina qui joue, on le rappelle, peut-être sans Marshall et avec un Henson en délicatesse avec son poignet, on ne sait jamais, ça peut donner quelque chose. Voilà, c'est sûr. Et en tout cas, Ohio, une belle équipe, une belle surprise. Et comme dit, voilà, c'est la magie de la March Madness. Voilà, chaque année on a une surprise, que ce soit Davidson, Butler. Voilà, cette année c'est Ohio, mais en tout cas c'est très bien comme ça. Voilà, donc pour le petit tour d'horizon des surprises, voilà, en tout cas, c'est la première fois que 2 têtes de série numéro 2 sont sorties dès les 32e de finale. Voilà, il n'y en avait que 6 dans l'histoire, dont 2 cette année, donc ça reste quand même un événement plutôt historique. C'est improbable, ouais. Pour ce premier tour, je pense qu'on peut aussi parler, on a parlé de Kentucky, on a parlé de North Carolina, on peut aussi vite dire un petit mot sur Syracuse. C'est une assez grosse énigme aussi parce que on pense à Syracuse en général comme prétendant au titre. Moi, je les ai pas dans mon Final Four, dans mon bracket, et mon avis n'a pas changé parce que je pense que s'ils passent ce tour contre Wisconsin, ce qu'ils devraient faire, sans Fab Melo, ils auront beaucoup de mal, je pense, à résister à Ohio State que je vois passer face à Cincinnati. Même si Cincinnati bat Ohio State, on a vu dans le tournoi de la Big East et dans ce début de tournoi de March Madness qu'ils ont des arguments à faire valoir contre les plus grosses équipes. Ah, ça, je rejoins tout à fait l'avis de Nati à ce sujet. Voilà, Syracuse, maintenant, ça fait quelques semaines qu'ils sont un peu moins bien. Tournoi de la Big East, voilà, on les a vus avoir beaucoup de mal à éliminer une équipe de Yukon qui est quand même au fond du trou avant d'être sortis en demi-finale. Un premier tour où ils sont passés vraiment ric-rac face à North Carolina à Asheville. On en reparlera un petit peu après avec un arbitrage voilà, un petit peu douteux. Ça a été un peu mieux contre Kansas State, même s'ils ont été bousculés pendant la première mi-temps. Mais en tout cas, sans Melo, on peut vraiment pas dire que Syracuse est un candidat encore crédible au titre à l'heure actuelle. Voilà, en tout cas, ils sont maintenant loin derrière des équipes comme Kentucky et North Carolina. Mais bon, voilà. Déjà, passer l'étape de Wisconsin ne sera pas facile. Voilà, la défense de Wisconsin, la meilleure probablement de toute la NCAA, sera difficile à contourner pour Syracuse. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, atteindre le Final Four serait déjà un bel exploit pour l'équipe qui a terminé en tête de la Big East cette année. Et puis pour terminer. Vas-y, Nati, je t'en prie. Juste pour terminer le tour d'horizon du deuxième tour, peut-être un petit point sur les joueurs en forme actuellement dans la March Madness. Donc évidemment Draymond Green avec Michigan State qui a planté un triple-double lors du premier match et un double-double dans le deuxième. Sullinger, je le trouve un petit peu en retrait pour Ohio State, mais il a été en foul trouble aussi assez tôt lors du dernier match contre Gonzaga. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui a fait que Gonzaga a pu autant bousculer les Buckeyes. Et puis je laisse peut-être coach dire 2 mots sur Anthony Davis et Jay Crowder. Voilà, Jay Crowder, l'immense star de Marquette, joueur de l'année dans la Big East, voilà, qui a réalisé deux matchs énormes à nouveau. Un vrai combattant, il forme avec Darius Johnson-Obum un duo excellent, un duo de seniors qui peut amener Marquette assez loin. Anthony Davis, voilà, il est à son niveau, futur numéro 1 de la draft. Je pense que maintenant il n'y a plus aucun doute à ce sujet. Anthony Davis qui est vraiment un intérieur qui est très doué à tous les niveaux, très athlétique, très rapide, excellent contreur, très bon dans ses placements aussi bien défensifs que offensifs. Voilà, donc pour l'instant il n'a pas eu spécialement à forcer son talent. On a vu que Kentucky, dès qu'ils ont été légèrement bousculés par Iowa State,
Dans la foulée, ils ont directement enchaîné par un 10-0 en l'espace de 2 minutes pour reprendre de l'air. Et juste encore un petit mot pour revenir sur Draymond Green, la star de Michigan State, qui avait déjà réalisé un triple-double l'année dernière. Et il est devenu, pour l'anecdote, le 3e joueur de l'histoire à réaliser au moins 2 triple-doubles en March Madness. Et il est plutôt en bonne compagnie, puisque les 2 autres joueurs se nomment Oscar Robertson et Magic Johnson, excusez du peu. On attend de le voir en NBA. Voilà, il n'est pas spécialement bien placé dans les mock drafts. Je pense qu'on le verra sans doute en fin de premier tour lors de la draft. Alors en parlant de mock draft, moi j'ai été assez surpris par la première mock draft d'ESPN, je sais plus si c'est Chatford ou pas, qui mettait finalement Jared Sullinger beaucoup plus bas que ta propre mock draft, coach. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots ? Voilà, je suis un petit peu surpris aussi parce que Sullinger reste sans doute l'un des joueurs les plus solides et les plus doués. C'est vraiment un joueur sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, pour l'instant, il est bon lors de la March Madness, mais ses coéquipiers comme par exemple Kraft ou Thomas ont pu faire des matchs énormes. Pourquoi ? Parce que toutes les défenses se concentrent sur Sullinger. Moi, je pense qu'il devrait être pris dans le top 5. Voilà. Et Ohio State, à mon avis, a vraiment les moyens de faire très mal dans cette March Madness. À mon avis, ils sont candidats pour pourquoi pas affronter Kentucky en finale. D'accord. Vas-y. Non, je voulais revenir sur Sullinger. Le principal problème, c'est qu'on peut pas dire déjà qu'il y a eu une énorme progression par rapport à l'an dernier. Et que beaucoup d'analystes disent que finalement son problème de taille risque de lui jouer des tours à nouveau en NBA avec une défense des fois un peu permissive, quoi. C'est vrai que c'est l'approche qu'on a pu voir de son côté, quoi. Sur cette année, ce qu'on peut dire, c'est déjà qu'il n'a pas été à 100% de ses moyens pendant toute la saison. Voilà, il a été gêné assez longtemps par des petits pépins physiques. Il est vrai aussi qu'Ohio State n'a pas forcément été au niveau attendu. Voilà, ils sont quand même largement dans le top 10 des meilleures équipes, mais on les attendait, pourquoi pas, dans le top 3. Maintenant, quant à son adaptation au jeu en NBA, moi je reste assez confiant quand même. Voilà, il reste quand même assez mobile, il a quand même des vrais fondamentaux, même s'il est encore très très jeune, et personnellement je me fais pas spécialement de soucis pour lui. À mon avis, il réussira à s'imposer sans trop de soucis en NBA. En tout cas, on verra comment ça se passera lors des camps de pré-draft, et quand on arrivera au mois de juin, voilà où est-ce qu'il se placera, s'il se présente. Même si je pense que cette année ce sera le cas pour lui, mais personnellement je lui vois quand même un bel avenir. Très bien, donc on va peut-être enchaîner sur la preview donc du Sweet 16. Vous avez commencé à parler de certains matchs. Est-ce que vous avez envie de nous parler d'une affiche en particulier qui retiendrait plus votre attention ? On peut revenir sur quelques affiches, notamment la revanche entre Kentucky et Indiana. Voilà, que Indiana qui était la première équipe, l'une des 2 seules équipes à battre Kentucky cette année, c'était en décembre sur un buzzer beater fantastique de Christian Watford, qui a endiablé la salle de Bloomington, la salle des Hoosiers, et on peut vraiment dire que c'est ce match qui a relancé le programme d'Indiana. Voilà, le programme d'Indiana qui avait été sujet à de gros problèmes juridiques suite à des histoires d'éligibilité, voilà, avec des joueurs NCAA à l'époque de coach Sampson, et le programme donc a été au fond du trou pendant plusieurs années et enfin remonté au plus haut niveau, et ce match a vraiment été le détonateur. Donc pour cette revanche, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Personnellement, je pense que Kentucky sur un terrain neutre n'aura pas spécialement de soucis face à Indiana, même si Indiana a un excellent joueur, Cody Zeller, le frère de Tyler, North Carolina. Voilà, ce n'est pas sûr qu'il se présente à la draft dès cette année, mais qui est un intérieur vraiment très très doué. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un petit mot là-dessus, mais en tout cas à mon niveau, je pense que Kentucky devrait passer ce tour sans trop de soucis. Ouais, moi je suis assez d'accord avec cet avis, parce que c'est vrai que Indiana a battu Kentucky au mois de décembre. Ils ont aussi battu Ohio State, mais c'était tôt dans la saison, donc je pense que depuis Kentucky est devenu vraiment très très solide, et je vois pas les Hoosiers se mettre sur le chemin de Kentucky pour ce tour-là. Voilà. Donc Nati, Nati voulait aussi nous
vous voulez aussi nous parler peut-être de Cincinnati face à Ohio State avec un style de jeu complètement différent pour les deux équipes. Très belle. Voilà, tout à fait. C'est peut-être le plus gros choc avec peut-être Marquette Florida au niveau du spectacle, le plus gros choc du Sweet 16 entre Ohio State et Cincinnati. Même si je vois Ohio State supérieur aux Bearcats, Cincinnati, ils ont vraiment montré une solidité sans faille dans leur fin de saison. Ils ont été impressionnants face à Florida State qui a quand même remporté l'ACC face à North Carolina en finale, donc c'est pas rien. Je pense vraiment que s'ils gardent leur confiance, ils peuvent faire tomber Ohio State. Et s'ils parviennent à mettre Sullinger en foul trouble assez tôt dans le match, ça peut vraiment leur faciliter la tâche. Mais je pense que c'est le match à voir du Sweet 16 avec Marquette contre Florida, ou peut-être coach veut dire quelque chose. Non, ouais, complètement d'accord sur Cincinnati. Hein. Ils reviennent vraiment de façon énorme, un peu comme Xavier d'ailleurs, les deux équipes qui avaient connu une bagarre générale lors de leur traditionnel derby annuel au mois de décembre. Les deux équipes qui étaient alors dans le top 25 et qui ont plongé avec des suspensions pour leurs joueurs, ils ont enchaîné les défaites et sont un peu rentrés dans l'anonymat avant de ressurgir en fin de saison. Et ça, on peut regrouper, je pense, pour la fin de saison. Voilà, exactement. Cincinnati reste sur un parcours exceptionnel, tout d'abord en fin de saison régulière de la Big East, puis dans le tournoi de la Big East, puis maintenant lors de la March Madness. Vraiment, ils sont en plein boom, en pleine réussite. Et ça, c'est quand même assez important d'avoir une dynamique de victoire comme cela. Voilà, après ça, encore un petit mot sur l'un ou l'autre match. Voilà, un match aussi à voir, Michigan State, Louisville. Alors personnellement, j'ai du mal à dire qui est favori de ce match. Sans doute Michigan State un tout petit peu, mais Louisville est une équipe redoutable et le duel entre les coachs Tom Izzo et Rick Pitino s'annonce grandiose. Ouais. Donc voilà, deux équipes traditionnellement très très fortes. Voilà, Michigan State qui est en lice, pourquoi pas, pour un 4e Final Four en 8 ans. Et puis comme autre match, bien entendu, Marquette Florida, voilà, qui s'annonce assez spectaculaire. Voilà, exactement, une belle opposition de style avec beaucoup de joueurs très talentueux de chaque côté. Le duel entre Brad Beal, meilleur lycéen l'année dernière aux États-Unis, et Darius Johnson-Odom s'annonce assez sympa à suivre. Donc voilà. Florida pour l'instant a eu 2 matchs très faciles contre Virginia puis Norfolk State. Ils ont gagné avec 30 points de moyenne les 2 matchs. Ils sont vraiment baladés, donc bon, ce sera une belle affiche. Voilà, difficile également de donner un vrai favori, mais ça risque d'être pas mal. Voilà, alors on va enchaîner avec quelques questions qu'on peut se poser au regard de la March Madness. On va peut-être démarrer avec cette question et savoir si finalement il vaut mieux remporter son tournoi de conférence ou finalement faire un beau parcours à la March Madness. On pense par exemple à Vanderbilt, Colorado qui sont en août après avoir gagné leur tournoi. Voilà, c'est l'éternelle question, ça. Est-ce qu'il vaut mieux remporter le tournoi de la Big 12 comme l'a fait Missouri cette année, puis après ça sortir au premier tour, ou faire un parcours très moyen lors de son tournoi de conférence, et puis après ça faire, même si on se qualifiait pas pour le Final Four, faire au moins un Sweet 16 lors de la March Madness. Personnellement, je pense que la magie de la March Madness prévaut par rapport au tournoi de conférence. Voilà, personnellement, je me mets en tant que supporter de mon équipe. Voilà, je préférerais la voir faire un beau parcours lors du tournoi final que de remporter le titre. Alors bien sûr, on aimerait avoir les deux, mais à choisir, je pense que la March Madness prévaut quand même. Voilà, ce serait bien d'avoir l'avis des autres participants. Ouais, effectivement, je pense aussi que, alors, en tant que supporter de son équipe, mais même en tant qu'observateur, hein, plus éloigné, ce que les gens retiennent, c'est la March Madness, parce que les observateurs, les gens qui suivent juste la March Madness, même voir les derniers tours, certains ne savent pas qui a gagné le tournoi de l'ACC ou de la Big East, etc. Alors bon, pour Florida State cette année, c'est différent parce que c'est le premier titre de l'histoire de l'université, donc ils ont gagné l'ACC en finale contre North Carolina. Et ils auraient pu faire un bon run, je pense, à la March Madness s'ils n'étaient pas tombés contre Cincinnati, qui est une équipe en pleine bourre. Donc je rejoins l'avis de coach sur le fait que c'est mieux de faire un beau parcours à la March Madness que de remporter le tournoi de conférence.
Ouais, je suis complètement d'accord également. Hein. La March Madness, c'est clairement ce qu'on retient de la fin d'une saison. Hein. C'est très clairement un peu comme la NBA où la saison régulière, le vainqueur, on s'en souvient pas vraiment, alors que les playoffs, c'est vraiment là où c'est important. Et je pense clairement, évidemment, qu'à choisir, la March Madness est plus important. Après, les tournois de conférence, généralement, c'est un bon test avant la March Madness. C'est, on va dire, les dernières finalités. Je trouve que c'est quand même important de bien se mettre en route sur le tournoi final pour après être dans une bonne dynamique. Et je pense que ça reste important et pas à négliger. Exactement, et puis surtout les tournois de conférence sont surtout importants dans les petites conférences qui n'envoient qu'une seule équipe lors de la March Madness, voilà, qui savent qu'ils n'auront aucune équipe repêchée, et où donc justement les équipes jouent leur place à la March Madness puisque seul le champion est invité. Voilà, là ça va alors de pair, voilà, exactement, oui, alors que pour les grosses équipes, c'est plus, comment dire, un rodage avant d'attaquer les choses vraiment très sérieuses. Voilà, quand on pense par exemple cette année à beaucoup de petites équipes qui étaient attendues pour pourquoi pas faire tomber des gros. Je pense par exemple à Oral Roberts dans la Summit, à Nevada dans la WAC. À Drexel aussi. Voilà, Drexel évidemment dans la Colonial qui a été énorme. Toutes ces équipes, voilà, qui sont tombées lors de leur tournoi et qui n'ont pas été repêchées. Alors qu'elles auraient pu faire des dégâts. Donc voilà, c'est les tournois de conférence aujourd'hui, c'est essentiellement important pour les conférences plus modestes. D'accord. C'est vrai qu'en tant qu'observateur, et j'ai envie de dire pas très assidu du basket universitaire, j'ai souvenir d'une équipe, alors il n'y a pas si longtemps que ça, d'une équipe comme Butler. Butler qui a fait 2 finales suite coup sur coup, et c'est vrai qu'on retient leur parcours lors de la March Madness, et finalement le tournoi de conférence, pour tout vous dire, moi je m'en souviens plus du tout. Voilà, exactement. Butler a gagné le tournoi de l'Horizon League pendant des années et des années de suite. Voilà, personne ne s'en souvient. Moi-même, par exemple, je suis presque incapable de vous dire à quel tour a été éliminé Marquette l'année dernière lors du tournoi de conférence. Il me semble que c'était en quart de finale, mais voilà, ce que je retiens, c'est la participation au Sweet 16. C'est vraiment ce qui parachève la saison. Très bien. Donc on va enchaîner sur une autre question, un autre débat, et qui concerne, on a envie de dire les grandes facultés, tous les grands programmes universitaires de l'Ouest. On se demande s'ils vont être de retour l'an prochain, puisque c'est la première fois en 25 ans qu'aucune équipe de la côte ouest ne se qualifie pour le Sweet 16. Donc on pense notamment à UCLA, à UNLV et puis d'autres. Arizona, etc. Oui, alors cette année, Arizona, bien sûr, une année catastrophique pour les équipes de l'Ouest. Alors tout d'abord dans la Pacific 12, voilà, ex-Pacific 10, mais Pacific 12 cette année après l'intégration de Utah et de Colorado. Qui n'a envoyé que 2 équipes à la March Madness. Voilà, California éliminée dès le First Four et Colorado le champion. Washington, malgré une équipe remplie de futurs joueurs NBA, n'a pas été retenu malgré sa première place dans la conférence. Voilà, ça a été une année catastrophique. Lors des matchs des débuts de saison où les équipes affrontent des équipes de conférences adverses, les équipes de l'Ouest ont enchaîné les défaites contre les équipes des autres conférences. Du coup, voilà, seulement 2 équipes qualifiées et plus aucune maintenant. Et même si on ajoute les autres conférences de l'Ouest, comme la Mountain West, où figurent des équipes comme UNLV par exemple, San Diego State notamment, ou dans la WCC avec les traditionnels Gonzaga, St. Mary's, BYU, voilà, tout le monde a déjà fait ses valises. Donc moi je pense que voilà, les gros programmes Arizona, UCLA, voilà, peuvent avoir une année de moins bien. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les 2 équipes en dehors du parquet. UCLA a perdu Reeves Nelson, sa star, pour problèmes disciplinaires. Gros problème d'ambiance dans l'équipe. Pareil à USC. Arizona vient de suspendre son freshman star Turner. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses également dans les coulisses, mais je pense que normalement dès l'année prochaine, voilà, ces équipes devraient progressivement revenir. Peut-être également un manque de talent au niveau des joueurs provenant de la côte ouest. Voilà, pas vraiment de grands noms cette année, donc on verra l'année prochaine, mais assez surprenant en effet. Ouais, moi je pense aussi que les équipes de l'Ouest seront de retour l'an prochain. Aussi certaines équipes qui ont peut-être juste pas fait assez pour figurer dans le tournoi national.
Maintenant, on voit qu'avec les résultats du LIT, qu'il y a quand même une grosse différence entre ces équipes de la Pacific 12 et les autres pêchés, par exemple Oregon et Oregon State, qui mettent plus de 100 points dans la vue de leurs adversaires. Donc voilà, toute conférence ou toute université peut avoir une année sans, et puis ça s'est passé un peu, tout s'est concentré dans l'Ouest cette année. Et puis j'espère bien que pour la concurrence et pour le prestige de certains programmes comme UCLA, qu'ils soient de retour l'année prochaine. Voilà, puis il ne faut pas oublier qu'Arizona a perdu par exemple Derrick Williams l'année dernière, et que maintenant, depuis le changement de règle en NBA, avec l'obligation pour les lycéens de passer un an à NCAA, qui a un petit peu modifié la structure de la NCAA, où les plus gros programmes voient les joueurs passer pour un an et puis repartir, alors que des programmes un peu plus modestes, comme par exemple Purdue, Wisconsin, voient leurs joueurs rester pendant 4 ans et progresser. Ce qui fait que quand il y a un petit coup de moins bien au niveau des recrues, ça pardonne pas. On a vu ces dernières années North Carolina manquer le tournoi, on a vu UCLA manquer le tournoi déjà auparavant. Connecticut, donc voilà, les gros programmes peuvent se permettre maintenant d'avoir un petit coup de moins bien, mais voilà, ça reste quand même des noms historiques, et il n'y aura pas de souci à mon avis pour le futur pour eux. User disconnected from your channel. On a perdu notre directeur d'émission. Voilà, Mister Triple Double qui va revenir, voilà. En tout cas, on peut peut-être, en attendant, continuer juste avec peut-être une autre question. Il me semble que ça enchaînait sur les coups de gueule, coups de cœur. Ouais, Mister Triple Double de retour. C'est ça. Petit problème technique, oui. Voilà, on allait juste poser une nouvelle petite question. C'est: est-ce que Kentucky peut-il être battu? Voilà, j'aimerais avoir un peu l'avis des participants. Voilà, alors moi personnellement, je ne pense pas que Kentucky sera battu, parce que les Wildcats sont vraiment impressionnants. Le seul moment où je les vois se faire battre, ce serait soit par éventuellement North Carolina en finale, si Marshall peut rejouer, parce que si Marshall peut pas rejouer, il faut déjà que UNC se qualifie pour la finale, ou alors sinon par Michigan State, qui trouve toujours un moyen d'être qualifié au Final Four en étant seed number 1 sous Tom Izzo. Maintenant, les statistiques sont faites pour être contredites, et puis peut-être que cette année marquera la fin de cette statistique pour Michigan State. En tous les cas, je vois vraiment Kentucky en tant que favori au titre. Voilà, Kentucky qui n'a plus gagné depuis 14 ans, plus gagné le titre de champion. Moi personnellement, je vois une autre équipe qui pourrait les battre, et cette équipe, c'est Ohio State. Je pense que les match-up peuvent peut-être avantager l'équipe des Buckeyes. Voir un duel entre Sullinger et Davis, à mon avis, ce serait assez sympa à voir. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que vu l'armada des Wildcats, ce sera vraiment dur de les faire tomber. Vanderbilt a fait 3 matchs excellents contre eux. Voilà, ils ont remporté le dernier en finale de la SEC. Mais ils les ont quand même beaucoup gênés, avec une alternance entre jeu à l'intérieur avec Festus Ezeli et leurs 2 extérieurs, Jenkins et Taylor, leurs 2 shooters. Et je pense qu'à ce niveau-là, une équipe comme Ohio State peut également les gêner. Par contre, vraiment, pour faire tomber Kentucky, il faut être à 100%, au-delà de 100% de ses moyens pendant les 40 minutes du match. On a vu Iowa State bien résister, mais dès qu'il y a eu une petite baisse de régime, c'était terminé. Anthony Davis, Marquis Stig, Terrence Jones, Doron Lamb, etc., Kid Gilchrist, et j'en passais des meilleurs. Enfin bon, un effectif incroyable. North Carolina, en termes de potentiel, c'est la seule équipe qui présente également un profil avec autant de futurs stars, mais je pense que Kentucky a quand même un potentiel supérieur, et au niveau du jeu cette année, du jeu proposé, Kentucky vraiment a fourni un jeu très léché. Et puis que dire d'Anthony Davis, qui fait une saison vraiment fabuleuse, qui a explosé le record de contre pour un freshman qui était détenu par le Shaq, par Shaquille O'Neal avec LSU il y a un peu plus de 20 ans.
C'est pas rien. Qui sera numéro 1 de la draft, Kit Gilchrist, etc. Enfin bon, maintenant ça fait quelques années que coach Calipari enchaîne les recrutements de superstars, que ce soit à Memphis où il avait enchaîné avec Derrick Rose, et puis après ça derrière les John Wall, Tyreke Evans, etc. Voilà, Tyreke Evans également, bien sûr, que j'ai oublié. Donc voilà, l'année prochaine, je crois qu'ils n'auront pas le numéro 1, mais en tout cas, voilà, c'est Kentucky pour eux. Je pense que c'est vraiment l'année ou jamais. Cette année, ils sont archi favoris, et ce sera vraiment très dur de les faire tomber. Free, un petit mot à dire là-dessus sur le peut-être. Moi, je suis connaissant, on va dire, les différentes équipes qu'a eu Calipari ces dernières années, c'est-à-dire des équipes qui sont essentiellement basées sur le one and done, une seule année en NCAA. C'est toujours un petit peu risqué au niveau de l'expérience, et d'ailleurs on l'a vu, hein, que ce soit Memphis avait certes craqué dans les derniers moments en 2008, mais c'est vrai que l'année dernière, pareil, Kentucky était une équipe assez impressionnante sur le papier. Après, c'est vrai que je pense que cette équipe-là paraît mieux construite cette année. Peut-être même un peu plus d'expérience que l'an dernier, un meilleur jeu développé. Mais voilà, l'aspect encore un peu jeune, justement, de Gilchrist, de Teague, de Davis, ça peut leur jouer des tours. Et on va dire, avec l'expérience des différentes années qu'on a en NCAA derrière nous, je pense qu'ils sont potentiellement battables. On n'a pas la même sensation de domination qu'avait UNC en 2009, par exemple. Il y a quand même 3 joueurs qui étaient déjà l'année dernière, Terrence Jones, Doran Lamb et le senior Miller. Et donc qui ont quand même un peu d'expérience, qui ont préféré rester une année supplémentaire plutôt que de tenter leur chance en NBA. Donc je pense qu'à ce niveau de l'expérience, c'est quand même un plus. Après, ce que dit Free, voilà, c'est tout à fait vrai que l'expérience joue quand même énormément dans les derniers matchs. Voilà, on les a vus quand ils sont tombés en Elite 8 il y a 2 ans et au Final Four l'année dernière. On verra cette année. Je pense que cette année, le potentiel est encore plus élevé. Donc ce sera pas simple d'aller les chercher. Ok, très bien, messieurs. Bah, écoutez, pour ma part, moi, je vais vous rejoindre sur le fait que Kentucky est grandissime favori de ce que j'ai pu voir. Ensuite, ils sont pas invincibles, hein, et peut-être leur inexpérience peut les faire déjouer face à une équipe comme vous l'avez dit, Ohio State ou North Carolina. Donc ça peut être, c'est tout l'intérêt de cette March Madness, c'est que tout se joue sur un match et qu'on n'est pas dans une série de playoffs où il faut les battre 4 fois, sinon ça serait proprement injouable. Voilà. Ouais, exactement. Oui, c'est un peu ce qui fait tout le charme de la compétition. Sur un match, plus ou moins tout est possible. Voilà, donc Nati, un petit mot à rajouter ou Non, je vous rejoins tout à fait. Et puis c'est vraiment ce qui sera à suivre dans la suite du tournoi, à savoir est-ce que Kentucky va tomber ou est-ce qu'ils vont s'imposer et remporter le titre de manière assez solide. Ok, très bien. Et on va s'arrêter là pour la NCAA en espérant avoir été complet sur cette March Madness. Un tout petit mot, Mister Triple Double, sur juste un tout petit coup de gueule au niveau de l'arbitrage peut-être. On a vu lors de l'un ou l'autre match, notamment en particulier le match de Syracuse, où en fin de match, alors que c'était très serré, voilà, les arbitres ont par 2 fois plus ou moins avantagé le gros par rapport au petit. Donc voilà, quelque chose quand même d'assez contestable peut-être. Je ne sais pas si Nati veut nous dire un petit mot là-dessus. Voilà, effectivement, c'est vraiment. Et puis on sait bien que les erreurs d'arbitrage, je veux dire, les arbitres sont humains, les erreurs d'arbitrage font partie du basket et du sport en général. Mais c'est vrai que moi-même, étant plutôt supportrice de Syracuse, j'ai été désolée pour UNC Asheville parce que les erreurs que les arbitres ont faites dans ce match étaient quand même assez énormes. Trop énormes d'ailleurs pour ne pas élever quelques soupçons, notamment la violation de la ligne lors du lancer franc là, où le ballon avait clairement quitté les mains du tireur avant que le joueur d'Asheville passe la ligne. Et ça, c'est vrai que c'est un gueule que je prononce en synchro avec Kira. C'est dommage parce que si ça se répète trop, ça risque de tuer un peu la magie de la March Madness.
Ouais, c'est clair que c'est problème d'arbitrage au détriment des petits forcément. Hein. Et ben ça peut commencer à poser problème et à soulever quelques interrogations, surtout si ça apparaît très gros. Bon, on a eu le contre-exemple parce qu'on se dit ça favorise le gros contre le petit. J'ai pas vu le match de Xavier contre Notre-Dame, mais j'ai lu qu'il y avait aussi une erreur d'arbitrage qui l'a favorisé, en guillemets, le petit Xavier qui était moins bien classé. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, ça favorise le plus gros. Et tout comme NC State en demi-finale du tournoi de l'ACC contre North Carolina, où à mon sens le Wolfpack aurait dû passer, et puis une faute pas sifflée en fin de rencontre a donné la victoire à North Carolina. Ils auront peut-être l'occasion de prendre leur revanche hein, si ces deux équipes se qualifient lors du prochain tour. Exactement, en quart de finale, oui, ce serait pas mal. Mais en tout cas, voilà les deux prochains tours, donc Sweet 16 jeudi, vendredi et Elite 8 samedi, dimanche. En tout cas, ça promet un beau spectacle. Très bien. Et bah, écoute, on va enchaîner sur la NBA et notamment cette période d'échange, hein, de trade qui vient de se terminer. On va peut-être commencer à parler par le premier gros trade hein, qu'il y a eu entre les Bucks. C'est un peu le trade qui a animé un peu ce marché des transferts entre les Bucks et les Warriors. Donc Monta Ellis qui rejoint les Bucks et de l'autre côté on a Andrew Bogut qui rejoint les Warriors. Alors il faut savoir que Ekpe Udoh aussi rejoint les Bucks. Voilà, en plus de Monta Ellis. Donc Free, si tu veux nous en dire un mot de cet échange. Bah concrètement, par rapport à beaucoup de monde, je trouve que c'est pas un si mauvais transfert que ça et des deux côtés. Pour la simple et bonne raison que ça a le mérite de faire bouger deux équipes qui jusque-là stagnaient, on va dire, au milieu du classement. Et j'ai envie de dire, pour une franchise NBA, il n'y a rien de pire que de rester au milieu, un peu juste avant les playoffs. Il n'y a pas pire pour une équipe. Donc c'est vrai que les Bucks, ils se séparent de Bogut. On a envie de dire, Bogut, j'aime beaucoup. C'est un super joueur défenseur vraiment sous-estimé. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas là la moitié du temps. Et quand c'est votre franchise player, le joueur aussi censé rabattre vos spectateurs dans l'arène, ça devient quand même un poil gênant, je trouvais. Et le fait de ramener Monta Ellis, alors c'est vrai que l'association Jennings-Ellis paraît explosive. Mais en même temps, quitte, voilà, on les annonce complètement incompatibles les deux joueurs et ça m'étonnerait pas. C'est toujours, on va dire, j'ai envie de dire du caractère, surtout sur le terrain, dans leur façon de jouer. Et ça m'étonnerait pas que ils réussissent à faire quelque chose, on va dire, sur la fin de saison. Après, à long terme, j'ai plus de doutes. Et je pense que c'est plus pour mettre un coup dans la fourmilière qu'autre chose. Après, côté Golden State, clairement, l'acquisition de Bogut est là. Ça va être la grande question. Si Bogut est là, si Curry est là, si David Lee est là, on a quelque chose de très intéressant qui potentiellement peut faire les playoffs. Alors jusque-là, honnêtement, l'équipe n'était pas assez bien balancée et Biedrins n'assume absolument pas son rôle. Je pense que c'est une bonne chose avec, bien évidemment, le gros conditionnel de la santé des joueurs côté Golden State. C'est deux paris des deux côtés, mais c'était des paris à tenter, je trouvais. Fallait changer quelque chose. Ouais, du même avis. Alors juste te dire que par ricochet, hein, j'ai oublié d'évoquer Stephen Jackson qui aussi a fait le chemin inverse, qui revenait du côté de la baie et qui a été échangé dans la foulée contre Richard Jefferson. À San Antonio. Donc voilà. Voilà, exactement. Moi, je peux revenir. Je suis globalement d'accord sur ce qu'a dit Free. Voilà, on a un échange que je considère positif pour les deux équipes. Juste par contre, pour dire que en revanche, les fans des Warriors ne semblent pas vraiment tout à fait d'accord avec cette décision. Puisque je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais lors de la cérémonie de retrait de maillot de Chris Mullin, donc le nouveau propriétaire des Warriors a été constitué du Joe Lacob, discours. Ouais. Voilà exactement, ouais, donc pas forcément bien acquis par les fans qui perdent leur chouchou, mais personnellement je reste d'avis de Free. Voilà, bon échange pour les deux équipes.
On va peut-être enchaîner sur la venue de Ramon Sessions du côté des Lakers, qui semble un peu complètement changer le jeu des Lakers. Et puis, par ricochet, là aussi, le départ de Derek Fisher, qui a été transféré à Houston contre Jordan Hill, donc un jeune intérieur qui est en deuxième, troisième année, il me semble. Voilà, alors messieurs, vos impressions sur la venue de Ramon Sessions du côté des Lakers? Ça peut pas être une mauvaise chose. Ça peut pas être une mauvaise chose. C'est ce que je disais, ils l'ont quasiment eu pour pas grand chose. Ça reste une bonne acquisition. Après, est-ce que ça va vraiment changer le visage des Lakers? Je me pose des questions. Il me semble que c'était Irfan sur le forum qui avait fait la ronde cassée juste, que c'est vrai qu'il y a vraiment 3 gros joueurs aux Lakers, pour moi d'un niveau All-Star, Bryant, Bynum et Gasol, et c'est vrai que derrière c'est vraiment Sessions, c'est un bon joueur, mais je pense que dans beaucoup d'équipes, il ne serait pas titulaire. Et je ne le vois pas non plus complètement changer le jeu d'une équipe où surtout la balle passe beaucoup par l'arrière qui est Kobe Bryant. Est-ce que ça va être compatible avec Sessions? On n'en sait rien. Et même si c'est compatible, est-ce que ça va changer le visage des Lakers? J'ai des doutes. Je miserais... Pour moi, les vraies questions du côté des Lakers, on l'amène, ça reste quelque chose d'important, mais Gasol, pour moi, est vraiment le facteur clé. Si Gasol est capable de se réveiller et de faire de bons playoffs avec un Bynum qui est vraiment bon et qui commence vraiment à atteindre un niveau intéressant, c'est seulement là que les Lakers pourront se réveiller et aller faire un rush en finale qu'ils désirent faire. Sinon, pour moi, Sessions, c'est un positif, mais juste un petit plus. Okay. Très bien, que tu veux rajouter quelque chose? Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Free, voilà, Sessions qui ne serait pas titulaire dans la plupart des équipes. Je peux dire que pour l'instant, il n'est passé que par des équipes de bas de tableau, que ce soit Milwaukee, Minnesota ou Cleveland, et il n'a jamais été titulaire. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Voilà, après ça, bon, je pense que ce sera quand même une petite progression par rapport à Derek Fisher qui était quand même vieillissant. Voilà, Fisher qui a été envoyé, beaucoup de gens se sont indignés. Bon, c'est voilà, c'est le business de la NBA. Voilà, on voit des joueurs qui peuvent quitter leur franchise, on voit des franchises qui se séparent d'un joueur historique. Voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça et ça continuera encore à l'être. Voilà, s'il reviendra un jour sur un parquet, bon, apparemment il est en contact avec quelques candidats au titre, mais bon, de toute façon sa carrière est essentiellement derrière lui. Ouais, alors il peut tenter un dernier coup de boutoir du côté d'Oklahoma City. On annonce que c'est très chaud selon ESPN. Il serait en backup de Russell Westbrook puisque le meneur rookie remplaçant ne donne pas entière satisfaction, donc il y a peut-être une place à prendre de ce côté-là. Donc c'est Redson, il me semble. Il sera en concurrence directement avec Jackson et à mon avis il pourrait apporter notamment en vue des playoffs. Peut-être. Surtout d'un point de vue psychologique. Voilà, exactement. Ouais, ça reste, je pense, un leader, genre très expérimenté, mais voilà, qui ne sera pas vraiment déterminant. C'est pas lui qui fera gagner le titre au Thunder ou à Miami s'il va là-bas. Voilà, alors dernière petite chose sur Ramon Sessions, enfin moi c'est mon avis, je pense qu'il va faire du bien quand même, forcément c'est un upgrade pour les Lakers et notamment au niveau de la vitesse, des points marqués sur contre-attaque. On sait que les Lakers jouent beaucoup sur demi-terrain et c'est un joueur qui peut apporter du jeu rapide, du jeu sur transition et ça va rendre les Lakers un peu moins prévisibles, je pense, ce qui peut être pas mal en vue des playoffs. Enfin ça c'est que mon avis. Après comme l'a dit Free, ça changera pas foncièrement la phase de l'équipe et du trio majeur, mais bon. C'est quand même quelque chose de positif. J'aimerais qu'on revienne rapidement, et notamment puisqu'on a Free sous la main pour nous en parler, sur ce qui se passe du côté de Portland. Donc Gerald Wallace qui a été envoyé en catastrophe du côté des Nets de New Jersey, Nate McMillan qui n'est plus l'entraîneur des Blazers, tout le monde l'a vu, alors que ça faisait au moins 5 ans qu'il était là, voire plus. Donc Free, tes impressions, ton analyse, voilà, Marcus Camby du côté de Houston, il y a eu beaucoup de changements, on fait table rase. J'ai un peu envie de dire du côté des Blazers. C'est exactement ça. Le côté surprenant, c'est qu'on savait depuis, on va dire, je ne saurais pas dire, peut-être depuis un mois,
l'ambiance du côté du vestiaire de Portland était très mauvaise, notamment entre certains joueurs et l'entraîneur. Donc à ce niveau-là, un transfert était tout à fait possible. On était tout à fait conscient du côté des Blazers. Et il y a eu du ménage. Par contre, on ne s'attendait pas à ce que le ménage soit vraiment total, c'est-à-dire et les joueurs et l'entraîneur. C'est ça qui a été surprenant. Les dirigeants n'ont pas choisi un certain camp, non, ils ont vraiment fait table rase des deux. Et c'est ça qui est assez surprenant. Généralement, vous faites soit l'un soit l'autre, et d'habitude c'est même plutôt le coach que les joueurs. Là, ils ont fait les deux. Très clairement avec l'objectif de faire une reconstruction rapide, de retenter une chose pendant qu'Aldridge est là. Parce que très clairement, bon, Camby, son apport était quand même positif. Voilà ceci. Les contreparties ne sont pas spécialement très intéressantes. On sent clairement qu'il y a une volonté de faire le ménage. Avec le seul point qui pourrait être positif, c'est le pic des Nets, qui s'avère intéressant. Il me semble qu'il est protégé dans les 3 premiers pics. Il est protégé uniquement dans les 3 premiers, donc ça devrait le faire quand même dans les. Ça pourrait être très intéressant, mais globalement, on sent qu'on a une envie de reconstruire du côté de Portland et rapidement. C'est un petit peu dommage que ça se finisse comme ça, surtout quand on parlait de la franchise il y a quelques années. Mais je peux pas dire que je sois peut-être changer avec Milan, j'en sais rien, ça me fait peut-être beaucoup d'un coup, je trouve. Mais dans l'ensemble, je suis pas non plus insatisfait, quoi. Il fallait faire quelque chose. Cette équipe-là, honnêtement, elle est nulle part, même si elle aurait pu accrocher le dernier spot des playoffs, mais je ne sentais pas que ça avait un grand avenir devant lui. Et pourtant, Dieu sait qu'ils étaient bien en début de saison, avec l'arrivée de Raymond Felton, et puis finalement, c'est un peu lui qui entre guillemets a été le loup dans la bergerie, qui clairement a pris Nate McMillan en grippe, et il y a eu ce conflit entre les deux, et ça a un peu fait exploser le groupe. Un peu, oui. Voilà, mais bon, il y avait rajouté quelque chose, ouais. Il reste juste un bon trio quand même dans cette équipe, voilà, qui va s'appuyer sur Aldridge, Batum et Matthews. Je pense que c'est quand même une bonne base pour reconstruire, avec un bon futur premier tour de draft, même 2 dans la loterie. Je pense que voilà, il y a quand même un bel avenir pour Portland. À mon avis, d'ici 1 ou 2 ans, ils sont de retour en milieu de tableau à l'ouest en play-off. Surtout un bel avenir pour Nico Batum. On s'interrogeait il y a quelques émissions de savoir ce qu'ils allaient faire entre lui et Gerald Wallace. Je pense que là, cet été, il va signer le gros contrat de sa carrière du côté de Portland. Il pourra tranquillement faire monter les enchères, comme il est agent libre restrictif. Donc voilà, il pourra signer avec qui il veut, et puis après ça, Portland décidera de s'aligner ou non, mais je pense qu'ils s'aligneront vraisemblablement sur n'importe quelle offre. Ouais, je pense que Batum sera le contrat peut-être un petit peu abusé du prochain été. Je le pense. Je pense qu'il va vraiment possible. Ouais. Possible. À mon avis, il va sûrement toucher le pactole, voilà. Alors, en parlant du prochain été, alors là, par contre, j'aimerais parler du trade qui ne s'est pas fait. C'est bien sûr celui de Dwight Howard. Donc qui a annoncé qu'il allait rester une saison supplémentaire du côté d'Orlando, mais alors après moult tergiversations, Howard, c'est un peu la girouette de Floride, un coup je reste, un coup je pars, c'est quand même assez impressionnant. C'est incroyable, on l'a vu avec les maillots depuis depuis les derniers mois, que ce soit les Nets, les Bulls, Dallas, etc. Un coup je reste, un coup je pars. Bon, maintenant apparemment il reste, mais bon, tant que voilà, à mon avis, il y aura quand même toujours des rumeurs de transferts et autres. Donc à mon avis, le feuilleton Dwight Howard, on n'a pas fini d'en entendre parler. Là, ça va un peu se calmer pendant quelques semaines, mais dès cet été, je pense que les spéculations vont repartir. C'est pour ça que c'est une mauvaise décision, je trouve, parce que justement, c'est une indécision. On sait que généralement, quand le franchise player est pas loin de partir, ça rend le vestiaire instable. Et on l'a vu au début de saison du Magic, c'était exactement ça. Et d'une certaine manière, Howard, en surprenant tout le monde et en décidant de rester globalement pour 1 an et demi, je pense que c'est vraiment une mauvaise décision, parce que le vestiaire ne pourra pas voir le long terme du côté du Magic, et je pense qu'il y a besoin de ce long terme pour qu'une équipe puisse aller atteindre le titre. Et en ne choisissant de rien faire, Howard va pénaliser, je pense, à la fois Orlando
et à la fois son avenir. Et je trouve que c'est dommage. Après, concernant sa décision, je trouve que oui, si on se met dans la tête du joueur, je pense que clairement il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Ça, on l'a vu avec Farmer, je signe avec les Nets, finalement je décide de rester à Orlando. On a l'impression que c'est quelqu'un qui fait son choix en fonction de l'opinion publique et qui veut absolument ne pas paraître méchant. Qui veut pas paraître comme un LeBron James qui a pris une décision de quitter sa franchise. Et on sent d'un certain côté qu'il a envie d'avoir son avenir, il a envie d'avoir son histoire. Et c'est pour ça qu'il s'est laissé 1 an et demi. Bon, je choisis pas maintenant, je verrai bien dans 1 an et demi. Et je pense malheureusement que c'est pas une bonne chose pour le Magic. Et pour lui, il risque d'être vu justement comme quelqu'un qui tergiverse un petit peu trop. Justement, ça confirme le fait qu'il serait peut-être pas un si bon leader que ça. J'étais un petit peu déçu par son choix parce que même si généralement je suis contre le fait de juger ses décisions personnelles, là très clairement on a du mal à comprendre. C'est sûr. Je veux dire, en général, un joueur dit devant les caméras, voilà, pour l'instant, je suis dans mon équipe et je reste, voilà, tant que je suis là, je suis à Orlando. Howard, au contraire, a dit un jour, oui, j'aimerais partir, sans souci, le lendemain, vouloir rester. Voilà, contrairement, par exemple, LeBron James, qui lui a clairement dit, on verra durant l'été. Durant l'été, il a auditionné les équipes. Il a pris sa décision d'aller à Miami, mais le processus, voilà, c'est globalement passé de façon classiquement, ouais. Voilà, alors qu'Howard, c'est vraiment, on passe du tac au tac. Voilà, Carmelo Anthony est également de son côté, voilà, qui a dit oui, voilà, je reste à Denver, mais en coulisses, on savait qu'il voulait partir et ça s'est fait au moment voulu. Là, maintenant qu'il reste encore pendant 1 an et demi, voilà, on sait très bien que ça peut pas donner grand chose à Orlando. Ils ne peuvent rien changer, ils peuvent pas attirer de nouveaux joueurs pour le titre, comme on sent que l'équipe est quand même en fin de cycle. D'un autre côté, ils peuvent pas non plus tout exploser, faire partir des joueurs comme Jameer Nelson, Turkoglu, etc., Ryan Anderson, vu qu'il faut quand même encore des bons joueurs autour de Dwight Howard pour une place en playoff, mais voilà, c'est assez étrange à mon avis, c'est pas forcément la meilleure décision. C'est vrai qu'en plus c'est impossible, justement, et c'est impossible pour eux de voir sur le long terme, et on sait que généralement les équipes qui vont sur le titre, excepté, il y a toujours des exceptions, mais globalement il y a une certaine continuité dans le processus que là il n'y aura pas. Et en plus, ce qu'on oublie, c'est bien évidemment, c'est l'effet domino avec New Jersey qui là, soyons francs, est complètement anéanti. À force de repousser l'échéance du grand stage en ligue qui doit arriver, là, cette année, c'est Fanny et ça risque d'être Fanny pour les prochaines années à venir. Bah, disons qu'ils se sont consolés un peu avec Gerald Wallace. Ouais, bon. J'ai envie de dire pour faire patienter Deron Williams, mais bon, le feuilleton de cet été, c'est aussi le feuilleton Deron Williams. Hein, maintenant, il est ouvert. Maintenant, voilà, là, c'est le gros joueur maintenant. Ouais. On se demande s'il va changer de maillot, hein. Justement parce qu'il attendait Dwight Howard. Les dirigeants des Nets ont tout fait pour attirer Dwight Howard avant la deadline. On apprend maintenant qu'ils avaient proposé un package Marshawn Brooks, Brook Lopez. Plus des tours de draft, des bons tours de draft, ça n'a pas fait plier le Magic, puisque Howard a dit qu'il restait, voilà. À mon avis, il n'y aura pas de surprise. Je pense que Deron Williams ne re-signera pas aux Nets. Voilà, pour l'instant, on l'entend pas beaucoup et c'est bien normal. Mais une fois que la free agency s'ouvrira, je pense qu'on le verra sonder 2 ou 3 bonnes équipes et puis rejoindre une grosse écurie. Voilà, moi ça m'étonnerait franchement qu'il remplisse le Nets. Voilà, tout le monde le voit clairement à Dallas. Hein. Voilà, Dallas notamment, peut-être une autre équipe. Voilà, on voit souvent des surprises à ce niveau-là, mais en tout cas les Nets sans doute non. Ouais, le transfert de Wallace, clairement, ce qu'on appelle un transfert à réaction. Ils ont été pris de court au dernier moment de la deadline. Je me demande s'ils ont essayé de transférer Deron Williams, mais ils savaient derrière, je pense qu'ils ont tenté un va-tout pour faisant venir Wallace, qui est un bon joueur, presque un All-Star borderline, mais c'est pas plus, c'est pas quelqu'un qui vous fait rester dans une franchise quand vous avez 28 ans, quand vous avez les franchise players. Il n'y a pas si longtemps, même dans les discussions pour le meilleur meneur de toute la ligue, comme je dis, s'il est un peu compétitif, il vient de perdre 1 an et demi déjà dans une équipe plutôt moribonde.
il y a très peu de raisons qu'il reste à New Jersey. Bon, le problème, finalement, c'est qu'il va y avoir une prétendance cet été. Mais là, Dallas a un boulevard pour le faire venir, très clairement. Oui, ça paraît maintenant évident. Enfin, la suite, comme on dit au nouvel épisode. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a été assez complet, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose sur l'actu NBA actuellement. Magui, oui, Néné, Magui, voilà, oui, Magui, oui, exact. J'allais oublier, oui, bien sûr. Oui. Pour moi, c'est le transfert. Hein. C'est celui qui modifie pas mal de choses en 3 équipes. Hein. Oui. Parce que mon Néné, clairement, je suis pas un fan du joueur. Hein. Je trouve c'est clair qu'il est très impressionnant. Il a son apport, mais de là à payer 13 millions par an, ça me paraissait vraiment beaucoup. Et je pense que Denver on était un petit peu conscient, surtout en plus cette incapacité à le faire jouer un certain temps de jeu. Et je pense qu'ils ont été conscients cet été quand ils ont re-signé de vouloir le transférer après. Bon, c'est pas très joli. Mais voilà, c'est le business. Je trouve que le fait de faire Magui, si je le compare à Néné, c'est un cran en dessous, mais je pense que Denver, avec son côté très polyvalent, très dense au niveau des joueurs, l'apport de Magui, c'est pas une mauvaise chose parce que le poste de pivot était sans doute le plus faible de toute l'équipe. Et Denver, dans son style bien à lui avec George Karl, je pense qu'ils vont pouvoir continuer à faire des choses intéressantes. Je considère que c'est pas un mauvais transfert pour eux. Après, Washington, de l'autre côté, ils ont fait le ménage, très clairement. Je trouve ils ont quand même donné Young presque gratuitement dans le transfert. Ouais, ils ont ça donné Magui. Ils n'ont même pas réussi à se débarrasser de Blatch. Mais je pense que pour eux, la volonté, c'était de faire le ménage. Ils ont John Wall quand même à convaincre de rester parce que jusque-là, c'est catastrophique. Et bon, bah voilà, ils ont essayé au début de faire un électrochoc avec l'entraîneur, ça n'a pas marché. Là, ils ont fait l'électrochoc au niveau du côté des joueurs. Et d'ailleurs, Washington a été plutôt correct juste après, là, sur l'après-transfert. Bon voilà, ils ont nettoyé le roster, on va voir ce que ça va faire. Certains joueurs vont avoir un rôle plus important. Je pense à Jordan Crawford, je pense même à Kevin Serafin. Bien sûr. C'est peut-être pas une si mauvaise chose, même si je trouve qu'ils ont quand même donné beaucoup pour Néné, pour au fond avoir Néné qui sera un bon joueur, qui va leur donner un certain apport, mais qui va pas non plus révolutionner cette équipe. Et après, clairement, les Clippers sont gagnants sur toute la ligne. Ils ont que dalle, avec Nick Young. C'est clair. Nick Young, voilà, c'est un peu le joueur qui joue un petit peu trop en ISO. Et clairement, l'avoir gratuitement, c'est cadeau. Et puis, c'est quand même un gros talent offensif. Nick Young, il est capable de débloquer un match à lui tout seul. Les Clippers en ont vraiment besoin. Voilà, ça compense le fait qu'il n'ait pas pu avoir J.R. Smith. Voilà, il récupère Nick Young à la place, une très bonne menace offensive en sortie de banc. Donc c'est sûr pour les Clippers, c'est un bon point. Et puis même avec la blessure de Billups, il leur manquait ce deuxième arrière capable d'apporter du scoring. Et là, ça va leur faire un bien fou. Hein. Exactement. Je pense. Voilà. Alors maintenant, pour Javel McGee, c'est quand même un gros pari de la part des Nuggets. Parce que McGee, c'est quand même un, comme on dit dans le milieu, un no-brain. Il est dans les bloopers de la semaine. Tout le monde se fout un peu de lui, même s'il a de grosses qualités athlétiques. Est-ce que l'air de l'altitude du côté de Denver va lui oxygéner les neurones? Ça, c'est un peu la question aussi. Je pense qu'il sera quand même dans un cadre assez carré à Denver, dans une équipe qui tourne bien, avec un effectif, avec beaucoup de joueurs qui ont un rôle bien défini, un très bon coach. Donc, à mon avis, il devrait rentrer dans le moule. Voilà, c'est sûr que par rapport à l'anarchie qui règne à Washington, dans une équipe, qui doit avoir un horizon de 3 à 5 ans, vu l'état de l'effectif, je pense que ça va bien le changer. Ouais, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il va jouer dans un rôle un peu plus limité, un peu plus ordonné qu'à Washington. Après, est-ce qu'il y aura une révolution McGee? Honnêtement, j'y crois pas trop. Il y a quand même un tel déficit, j'ai envie de dire technique, que ça me paraît un petit peu mort à ce niveau-là. Après, le problème de McGee, ça va être son contrat à venir, quoi. Parce qu'à mon avis, il va demander beaucoup. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde sur son
son profil, je ne sais pas. Mais c'est tout à fait possible que Denver n'arrive pas à le garder cet été. Mais quelque part, il me rappelle un petit peu, toute proportion gardée. Alors, je ne sais pas s'il aura la même trajectoire, je lui le souhaite, mais un Tyson Chandler en moins bon. On disait un peu la même chose de Chandler lors de son début de carrière. Et là, c'est un petit peu le même profil, voilà. C'est un peu vrai, oui, c'est un peu vrai. Voilà, Chandler est peut-être meilleur rebondeur et un petit peu meilleur défenseur. Voilà, les meilleurs défenseurs globalement et un peu plus de fondamentaux, je pense. Mais voilà, ce serait une belle trajectoire en tout cas pour McGee. Oui. On peut lui le souhaiter. Voilà. Et ben voilà. Je crois que maintenant on a été quand même assez complet. Donc, écoutez, je vous remercie tous pour votre attention, de nous avoir suivis jusque là. Donc, merci voilà, à vous, merci à Nati pour sa participation sur la NCAA. Voilà. Ouais. Donc, on refera sans doute un point prochainement. Donc voilà, pour suivre l'évolution de la March Madness. Avec plaisir. Vous pouvez suivre bien évidemment sur le forum. Voilà. Rendez-vous jeudi soir pour la première journée du Sweet 16. Voilà, tout à fait. On rappelle les rendez-vous. Et donc ce week-end pour l'Elite 8, on l'a dit tout à l'heure. Exactement. Voilà, donc on remercie Free qui est un habitué également des bénévoles, et puis Ned pour sa première. Avec plaisir, c'était très bien aussi. Voilà, exactement. Et un épisode très international, voilà. Chacun dans un pays différent. Exactement, tout à fait. Voilà. Bon bah écoutez, la magie de l'internet. Voilà, la magie d'internet. On vous dit à la prochaine. On s'excuse encore pour les petits problèmes de son, les petits problèmes techniques. Et voilà. Voilà. Bye. Très bien. Ciao, à très bientôt.